Donc, dans le cadre de la CCS, hein, comme on le précise, l'objectif, hein, comme l'a rappelé Thierry Libard, l'objectif est d'être un lieu de réflexion scientifique, mais c'est aussi un lieu d'échange pensé pour les professionnels. Il est d'usage que dans les séminaires qu'on organise, on ait toujours un moment où on donne la parole à un spécialiste, à un professionnel, qui va donner le point de vue du métier, le point de vue des professionnels ou un point de vue particulier de la profession sur ce sujet. Et c'est Albert Asraf qui va aujourd'hui prendre ce rôle-là, qui va jouer ce rôle-là. Donc, Albert Asraf est rentré en 2004 chez JCDecaux. Il est depuis 2017 directeur général stratégie, data et nouveaux usages. Il est membre du comité de direction et du comité exécutif France de JCDecaux et il a pour mission de mettre en œuvre la stratégie Open Innovation de l'entreprise. Alors, il est aussi membre des conseils d'administration du CESP, donc le Centre d'études sur le support et la publicité, de l'IREP, Institut de recherche et d'études publicitaires, du CEP, Conseil de l'éthique publicitaire. Donc, il a été professeur associé à l'Université Paris 13 pour le département marketing, publicité et communication du CELSA, Paris-Sorbonne, et il enseigne à l'Université Paris-Dauphine au sein du Master Management des télécoms et des médias. Donc voilà, Albert, je vous laisse la parole. Est-ce que je prends la main sur le diaporama? C'est plus simple? Oui, je veux bien. Merci François, merci. Bien, bonjour à tous et merci de m'accueillir pour partager cet avis à titre professionnel. Donc, je voulais, moi, aujourd'hui, alors je ne sais pas si la présentation apparaît pour tous à l'écran, moi je ne la vois pas, mais… Elle va apparaître. D'accord. Moi, je voulais partager avec vous un sujet un peu d'actualité sur lequel je vais préciser un certain nombre de choses dans un instant. Mais avant cela, je voulais faire un bref rappel historique sur, on va la mettre en plein écran peut-être, sur le média affichage. C'est la page suivante, François. L'affichage qui, évidemment, est un des plus vieux médias collectifs du monde. Vous avez sous les yeux un certain nombre d'images anciennes qui montrent que c'est vrai, les murs étaient à l'époque noircis, dans ce cas précis ici à Londres, de publicité. Hein, c'était pratiquement il y a 2 siècles qu'il y avait des murs peints de très grande envergure partout dans les villes, qu'il y avait même des hommes sandwich et ce qui serait tout à fait inimaginable aujourd'hui, pendant pratiquement 10 ans, la marque Citroën qui a occupé la Tour Eiffel sans autre message que le nom de Citroën lui-même. Alors ce média, évidemment, aujourd'hui, page suivante, est aujourd'hui un média mondial. Hein. On va retrouver ce qu'on appelle la communication extérieure sur tous les territoires. Pratiquement tous les pays au monde ont développé une certaine forme de communication extérieure. On le voit ici, hein, plus de 100 pays pour un marché qui est estimé en termes médias à 34 milliards d'euros. C'est un média qui, dans le monde, doit peser 5 à 6% des investissements médias. Donc on est sur un média qui n'est pas majoritaire, mais qui pèse évidemment dans les investissements. Page suivante. Et là, on va s'intéresser plus à la France avant de parler de la problématique qui va nous occuper. La France est un média où le média c'est beaucoup un pays où le média s'est beaucoup organisé, c'est beaucoup réglementé. Vous avez sous les yeux une photo avant-après entre ce qui était ce qu'on appelle les 4x3 muraux qui étaient en grand nombre parfois sur certains murs pignons, et progressivement la profession a fait en sorte de rendre ces supports plus qualitatifs, moins nombreux, moins denses, pour une meilleure intégration dans l'espace public. Et cette profession est sans doute aujourd'hui en France la plus réglementée au monde. Donc, sur l'ensemble des pays où le média est développé, c'est bien la France qui a la réglementation et la plus développée et la plus stricte concernant ce média. Si on va page suivante, évidemment, il s'est aussi beaucoup, ce média, organisé autour de marchés publics. Comme vous le savez, ce sont des marchés qui sont lancés par les collectivités pour des abris voyageurs, pour des mobiliers urbains d'information, pour des colonnes à vocation culturelle, afin que
les villes disposent de services gratuitement, puisque ce sont les marques qui vont communiquer sur ces mobiliers, qui vont financer à la fois la conception, la fabrication, l'installation et l'entretien-maintenance de ces mobiliers tout au long du contrat. Et donc, dans le cas des abris voyageurs, comme vous l'avez en haut à gauche, eh bien, tout ça est offert, entre guillemets, aux collectivités, puisque ce sont bien les marques qui vont financer l'intégralité de ce service. Vous avez à droite un mobilier urbain d'information. La moitié de ce mobilier est pour la publicité, l'autre moitié est pour l'information de la ville, à elle de décider ce qu'elle va en faire au fil des semaines. Et puis, page suivante, le média s'était évidemment aussi organisé autour d'une dimension esthétique pour essayer, là encore, d'avoir une intégration dans la ville qui soit satisfaisante. Vous avez en haut un exemple au Brésil, vous avez à droite les nouveaux sanitaires de San Francisco, à entretien automatique et universel. Vous avez en bas à droite les vélos en libre-service de Lyon, qui là aussi sont financés par la publicité sur le mobilier urbain, ce qui permet d'avoir un coût d'accès au service très modique. Bref, la communication extérieure s'est développée au fil des années, s'est organisée dans le cadre d'une réglementation pour proposer des services dans de nombreux cas aux collectivités par l'intermédiaire des marchés publics. Et donc, je le disais il y a un instant, page suivante, on est en France, là encore avant de poser la problématique, sur un média très réglementé. Nous dépendons du ministère de l'Environnement, donc le Code de l'environnement s'applique évidemment à la profession intégralement, et on voit qu'en 12 ans, il y a eu plus de 20 textes nouveaux qui ont modifié la réglementation applicable à la communication extérieure. Et si je voulais faire une comparaison, c'est ce que vous avez en bas de page. On a fait l'analyse en Europe et dans le monde. En moyenne, au cours des 10 dernières années, les pays ont entre aucune et une nouvelle réglementation pour encadrer différemment la communication extérieure. Donc on voit qu'on a quand même une exception française de réglementations successives en très grand nombre et qui d'ailleurs ont conduit, il faut bien le mesurer, à une dédensification très forte, puisque si on ne s'intéresse qu'aux quelques dernières années, la moitié des dispositifs de grand format ont été démontés, puisqu'on est passé en 10 ans de 200 000 à 98 000. Et si on remonte aux années 90, c'est-à-dire il y a beaucoup plus longtemps, ça a été divisé par 4 ou 5. Donc évidemment, moins d'emplacements et des formats plus réduits sur ces mobiliers. Et puis je voulais prendre l'exemple de JC Decaux, page suivante, pour essayer de vous préciser quelles ont été les nombreuses initiatives en termes d'éco-responsabilité, parce que c'est une profession qui a pris des initiatives, et je vais parler pour l'entreprise que je représente parce que je la connais bien, et vous avez ici quelques exemples d'initiatives qui ont été prises au fil des années sur la durabilité des produits. Il faut savoir que nous, nos mobiliers ont une durée de vie de 30 ans environ sur l'espace public, donc ils sont conçus pour durer très longtemps. Ça fait un peu le lien avec la présentation précédente. On a été certifié ISO 14001D 2004 et on voit la réduction des consommations énergétiques, la réduction des formats, le fait que, par exemple, en France, nous nettoyons l'intégralité de nos mobiliers à l'eau de pluie. Je vois une question apparaître à l'écran, je vais y répondre dans un instant. Et nous avons été reconnus pour cette démarche par des institutions qui mesurent la réalité des promesses et des engagements des entreprises sur le sujet de la responsabilité et du développement durable. Page suivante, et c'est là où je voulais en venir à un sujet pour en débattre avec vous, c'est qu'on a depuis quelques mois un sujet qui a été mis en avant par la Convention citoyenne sur le climat, par un rapport de Big Corpo, par le député Mathieu Orphelin, autour de la publicité en général et du fait qu'il
il y avait un certain nombre de critiques à l'endroit de la publicité pour considérer, on en parlait il y a un instant dans une autre présentation, que la surconsommation, bon, ce qu'il faudrait définir comme concept, qu'est-ce que la surconsommation, n'est pas souhaitable, et qu'il y a des produits qui ne devraient pas être autorisés à communiquer. Donc on l'a vu dans la presse, avec beaucoup de reprises, ça a été un vrai sujet. Et au sein de la publicité, c'est la page suivante, et ça répond à une question que j'ai vue apparaître à l'écran, il y a le sujet de la communication extérieure et des écrans qui sont développés par les entreprises de communication extérieure, en très petit nombre, puisqu'aujourd'hui ils représentent moins de 1,5% de l'offre. Et ça n'a pas vocation à demain remplacer l'offre des mobiliers plus traditionnels. Mais on voit bien qu'il y a un sujet majeur autour de cette digitalisation d'un certain nombre d'emplacements. Et là encore, la presse s'est faite l'écho de cette réalité. Et je voulais juste, là encore, page suivante, montrer que c'est une exception européenne et mondiale. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde et dans toutes les grandes capitales mondiales, les écrans digitaux ont été autorisés. Alors évidemment, il y a des règles autour des formats, il y a des règles autour de la nature des contenus. Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est une image fixe? Mais ils sont autorisés et encadrés. En France, on parle bien ici d'une interdiction totale, absolue. En tout cas, c'était une recommandation d'un certain nombre de ces institutions dont j'ai parlé à l'instant. Donc, on serait, de ce point de vue, une exception mondiale. Et ce que je voulais, page suivante, échanger ou discuter avec vous, et je pense que c'est sans doute une situation qu'on retrouve en France et nulle part ailleurs, c'est que avant d'engager un certain nombre de décisions, d'interdiction, on oublie souvent un certain nombre d'étapes qui sont nécessaires à une réflexion collégiale, collective, avec toutes les parties prenantes, annonceurs, associations, institutions, publiques ou privées, pour cette concertation, définir par exemple les mesures d'impact. Quelle est la mesure d'impact de telle ou telle décision si on décide de limiter, d'interdire ou de réduire certains aspects de la profession, que ce soit la publicité en général ou la communication extérieure. Quelles sont les conséquences pour les collectivités locales, par exemple, pour le média, communication extérieure? Une étude récente de KPMG a montré que c'était le média qui contribuait le plus aux collectivités locales et à leurs revenus. Quelles conséquences pour les marques nationales, les marques régionales et locales? Je rappelle que plus de la moitié de nos annonceurs, et même au-delà, sont des annonceurs locaux et régionaux, donc qui vont communiquer sur leur seul territoire. C'est une ville donnée, Lyon, Marseille, Toulouse, Limoges, indépendamment d'annonceurs nationaux ou internationaux. Quelles conséquences pour les commerces de proximité? C'est un débat que nous avons tous en ce moment. Et quelles conséquences, par exemple, pour les citoyens? Et donc, la question que je me pose et qu'on est un certain nombre à se poser, et ce sera ma slide de conclusion, c'est pourquoi en France, finalement, on en arrive assez vite à ces mécanismes qui font que les débats ont souvent lieu après des décisions qui, potentiellement, seraient prises dans un délai très court. C'est-à-dire, on interdit et puis on se dit, mais en fait, est-ce qu'interdire, on ne va pas faire quelque chose qui pourrait nuire trop gravement à l'emploi, à l'économie, à la communication, et donc on va réfléchir après. Et tout ça se dénature au fil du processus, parce qu'on s'aperçoit que ce qui aurait dû être fait en amont, les échanges, le débat, finalement, n'a pas lieu. Et donc, on arrive parfois à des incompréhensions par manque d'information ou tout simplement par manque de concertation. Voilà, donc c'était un débat que moi je voulais avoir avec vous. Vous avez sans doute des questions sur le sujet, mais c'est intéressant. Nous sommes, dans plus de 80 pays dans le monde. Il n'y a qu'en France qu'on observe ce type de sujet, c'est-à-dire de tensions très fortes entre différents acteurs, parce qu'on va tout de suite vers des sujets d'interdiction, alors que le média, je le rappelle, est
extrêmement réglementé en France et extrêmement dépendant des décisions du Code de l'environnement que nous appliquons évidemment intégralement. Voilà, c'était l'objet de mon intervention au titre du professionnel. Je ne doute pas qu'elle fera débat, mais c'est parce qu'on s'enrichit toujours en discutant avec les uns et les autres. Merci beaucoup, Albert. En effet, hein, il y a beaucoup de, beaucoup de questions et beaucoup d'échanges sur le chat. Je rappelle hein, que effectivement, si on fait le choix de donner la parole à un intervenant professionnel, on n'a pas touché d'argent de JC Deco, mais on est ouvert à toute proposition malhonnête. L'objectif est vraiment de susciter le débat et je pense que ça suscite le débat. Il y a plusieurs éléments de questions qui sont posés, plusieurs réflexions. Je pense qu'on va peut-être, j'essaie de les reprendre dans l'ordre, ou peut-être que les personnes peuvent directement prendre la parole s'ils souhaitent poser une question, ce sera peut-être plus simple, sachant qu'à partir de maintenant, on est aussi dans une phase où on a encore, je dirais, une bonne vingtaine de minutes pour échanger sur cette présentation, mais sur les précédentes également. Alors, il y a plusieurs questions. Hein, Guillaume. Oui, c'est vous qui me les posez, François, c'est ça, d'accord. Non, non, oui, Guillaume en a posé plusieurs, mais il veut se prendre la parole. Donc, Guillaume, je vous en prie. Je peux laisser la main aussi si je pose trop de questions. Mais en tout cas, bon, merci de me donner la parole. C'était par rapport, je voulais rebondir à ce que vous aviez dit sur la question de la surconsommation, qui semblait être un concept assez nébuleux pour vous. Alors, on peut considérer simplement que la surconsommation, c'est la consommation qui détruit la planète, donc exactement celle qui est en train qui a cours aujourd'hui, parce qu'on voit les courbes d'évolution du climat, par exemple, ou de la chute de biodiversité, et qu'on peut lier au système économique et de consommation générale. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que la publicité, intrinsèquement, comme on l'a vu avec la présentation précédente, participe, est un moteur de ce système économique et consumériste instructeur. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que la surconsommation, c'est ça, et c'est donc ce que fait la publicité. Comment vous vous positionnez, vous, en tant que publicitaire, par rapport à cet argument-là, qui est finalement relativement bien étayé sur du point de vue de l'économie écologique? Le système de consommation actuel n'est pas soutenable. Alors, il y a deux sujets différents. Vous mentionnez la surconsommation et l'intervention précédente mentionnait l'obsolescence programmée. Ce sont, à mon avis, deux notions qu'il faut distinguer. Mais vous savez, on peut faire l'exercice assez régulièrement. Moi, évidemment, par définition, je le fais et j'observe les publicités qu'on a dans la rue, mais ça vaut pour tous les médias. On peut trouver aussi bien des publicités pour des produits alimentaires, pour une banque, pour des services, pour un opérateur de téléphonie mobile qui propose un forfait qui a telle ou telle particularité. Donc, on voit souvent la publicité par le prisme de quelques industries dont on se dit elles souhaitent faire en sorte que des gens achètent des produits dans un délai court pour en remplacer un autre. Mais la très grande majorité des publicités que l'on observe, et une fois de plus, il faut faire cet exercice, n'ont pas vocation à remplacer un produit dans un délai très court. Je crois que c'est dans l'intervention précédente que l'intervenante parlait de Pepsi, en disant on voit que Pepsi est très agressif sur sa publicité, mais j'imagine que si un consommateur décide de manière tout à fait éclairée et indépendante de choisir une marque plutôt qu'une autre pour des boissons, c'est bien pour un remplacement, c'est-à-dire qu'il ne va pas accumuler, je pense, la consommation d'un nombre infini de boissons, mais c'est aussi ce qui fait la vie des marques, c'est-à-dire que les marques proposent des produits aux consommateurs de se dire moi c'est plutôt celui-ci ou celui-là qui m'intéresse, et d'ailleurs il y a quand même quelque chose de très nouveau, c'est que l'avis des consommateurs est largement partagé maintenant sur les réseaux sociaux, et que donc chaque fois que quelqu'un veut acheter un produit, il peut se fier à l'avis d'autres consommateurs et qui vont donner un avis éclairé, intéressé, avec de l'expérience, et qui aujourd'hui ne fait pas cet exercice avant d'acheter un produit que d'aller voir s'il est bien perçu, bien mesuré, bien évalué par d'autres. Donc on voit qu'il y a quand même une forme de, comment dirais-je, de balance entre
la communication des marques et les consommateurs eux-mêmes qui s'expriment sur ces sujets. Donc, voilà, moi je vois aussi dans la publicité une manière de faire changer les comportements. Je regardais évidemment avec beaucoup d'intérêt, volontairement, dans la perspective de nos échanges, les publicités hier à la télévision. Mais combien de publicités au bénéfice de voitures électriques, de voitures hybrides? Alors on peut toujours considérer que ça ne va pas assez vite. Mais moi je crois vraiment que la publicité peut modifier les comportements dans un sens plus durable et plus éco-responsable. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais essayer de reprendre. Je donne la parole à Céline Réveillac et puis ensuite peut-être à Erwan Lecoeur. Céline, vous souhaitez poser la question directement? Est-ce qu'il y a peut-être un élément de Bonjour. précision? Radio France a communiqué sur des engagements à partir de 2021 sur la publicité, sur la diffusion de leur publicité. Est-ce que vous seriez prêt à aller dans ce type d'engagement? Vous savez, nous avons depuis pratiquement 10 ans un comité d'éthique interne, alors qui ne communique pas, mais qui, toutes les semaines, se voit soumettre un certain nombre de visuels d'annonceurs qui veulent communiquer avec nous et qui pourraient poser un problème, soit du point de vue de la réglementation, et donc dans ce cas-là, c'est très clair, si un visuel ne respecte pas les textes, il est évidemment immédiatement écarté, que l'annonceur ait acheté sa campagne, qu'il l'ait déjà réservé, peu importe, quand nous on voit le visuel, c'est-à-dire quand il arrive jusqu'à nous, parfois tard, hein, évidemment, eh bien, si la publicité ne respecte pas les textes en vigueur, elle n'est pas acceptée. Et puis, il y a parfois des sujets plus subjectifs, parce que ça renvoie à la morale, ça renvoie à l'éthique, ça renvoie à la religion, hein, tous ces débats qu'on peut avoir. Et donc, ça fait l'objet d'un comité éthique qui est parfaitement paritaire. Enfin, nous sommes 7, 4 femmes et 3 hommes. Et nous analysons ces publicités pour se dire, voilà, est-ce qu'elles ont leur place? Et donc, sans censurer, parce que nous ne pouvons pas être des censeurs, hein, dès lors qu'une publicité est légale, ce n'est pas notre rôle que de la censurer, et censurer, il y a des institutions pour ça. Mais en revanche, ce comité se pose régulièrement les questions autour de ces visuels, et je peux vous affirmer que régulièrement, nous refusons des campagnes, soit pour des raisons purement légales, soit pour des raisons qui sont plutôt relatives comment dirais-je, à la manière dont elles pourraient être perçues par le grand public. Merci. Erwan? Oui, je vous remercie. J'aurais 2 petites questions. La première, c'est, vous avez bien expliqué qu'il y avait des réglementations très fortes en France par rapport au reste du monde, apparemment. Pour autant, JC Decaux, et pas seulement JC Decaux, mais principalement JC Decaux, est un leader mondial dans ce domaine. Et donc, première question, est-ce que éventuellement les difficultés légales que vous rencontrez en France vous ont permis de devenir le leader mondial que vous êtes devenu à travers le monde? Parce qu'en gros, si vous êtes capable d'afficher en France, vous êtes capable d'afficher partout. C'est ma première question. Au-delà des 2 cas qui ont été cités, Sao Paulo et Grenoble, où il n'y a plus de publicité dans les rues, ou bien au moins dans l'une des 2 villes. Ma seconde question porterait plutôt sur quelle serait pour JC Decaux et sa prospective ce que JC Decaux appellerait une publicité d'avenir qui respecterait notamment les questions de la soutenabilité, la responsabilité et évidemment les questions qui sont soulevées par cette réunion, à savoir, est-ce que l'on peut faire de la publicité pour des produits qui ne grèvent pas l'avenir de la planète? Et est-ce que JC Decaux pourrait être un partenaire? Est-ce que dans vos travaux prospectifs, vous voyez un rôle que vous pourriez jouer dans ce registre? Alors, sur la première question, alors je vais d'abord me permettre de vous corriger parce qu'il y a en fait quelque chose qui se dit et qui n'est pas juste, hein, c'est qu'à Grenoble, seul un contrat de publicité n'a pas été reconduit, hein, ce sont les mobiliers urbains d'information, il y a quelques années, mais vous avez par exemple toujours de la publicité sur les abribus, sur les bus, un certain nombre de formats publicitaires dans la ville sont déployés. Donc, Grenoble, il y a juste un contrat qui n'a pas été renouvelé. Et pour vous donner un exemple très précis, à Grenoble, nous venons de renouveler les abribus pour un contrat d'une quinzaine d'années.
la ville, enfin la communauté de communes a autorisé un certain nombre d'écrans digitaux à Grenoble sur ses mobiliers. Et Sao Paulo, de la même manière, n'a pas, alors en un temps, interdit toutes les publicités sauvages puisqu'aucune ne respectait la réglementation et a lancé 2 contrats de mobilier urbain. Nous en avons gagné un. Une autre entreprise a gagné le second. Et donc, il y a toujours de la publicité à Sao Paulo, mais désormais parfaitement encadrée et réglementée dans le cadre du mobilier urbain. Donc, pourquoi alors, JC Decaux, entreprise française, hein, rappelons-le, familiale. Vous avez raison, nous sommes numéro 1 mondial parce que nous avons développé ce concept du mobilier urbain dans tous les pays du monde, puisque ça permet aux villes de s'équiper de services qui permettent d'avoir une ville plus confortable, plus agréable, parce qu'on peut s'abriter. Les kiosques à journaux sont également financés, par exemple, par la publicité à Paris. Et heureusement qu'il y a cette publicité pour financer ces kiosques, dont on imagine bien que les ventes au numéro de la presse sont en difficulté. Donc, ça procède à un certain nombre de mobilisations sur différents sujets. Et donc, c'est parce que c'est depuis la France que nous avons exporté ce même modèle, que nous avons développé l'entreprise. Et la France reste évidemment pour nous le pays où nous investissons massivement et où nous avons toujours notre recherche et développement intégralement situé. Et pour répondre à votre seconde question, bien sûr, nous, on doit absolument, mais au titre des médias en général, je pense que nous prendrons notre place et plus que notre place sur ces sujets. Je pense que c'est un sujet d'avenir passionnant et que l'avenir de la planète est un sujet qui nous touche tous collectivement. Et donc, il n'est pas question d'écarter ce type de sujet. Et moi, je crois que ça doit être fait en collaboration avec les marques, avec les agences, pour qu'il y ait une dynamique collective et non pas des initiatives à droite, à gauche, qui ne vont pas aller sans doute assez vite dans le sens que nous souhaitons tous. Donc moi, bien sûr, je milite pour réfléchir avec tous ceux qui sont ouverts à ça, à ce que doit être la publicité dans l'avenir. Et évidemment, toutes les personnalités extérieures à la profession sont les bienvenues, parce que moi, j'ai toujours eu la conviction qu'on progressera beaucoup plus vite si on a avec nous des sociologues, des universitaires, des chercheurs pour nous aider à progresser collectivement sur un certain nombre de sujets. Et je reviens juste à la question de Céline, parce que je crois avoir vu passer son message où elle me disait que Radio France avait eu une approche tarifaire en disant « je fais des remises supplémentaires quand un annonceur est, entre guillemets, un annonceur vert ». Bon, c'est une forme comment dirais-je, d'approche commerciale. Nous, on n'a pas choisi cette approche pour le moment, parce que ça veut dire qu'on devient juge de ce qu'est une publicité verte, de ce qu'il n'est pas. Et est-ce que c'est bien notre rôle que d'évaluer, que de juger les publicités et de donner les bons points aux uns et aux autres? Ce n'est pas exactement l'éthique telle que je le vois apparaître sur l'écran. C'est une question, parce que l'éthique n'est pas toujours d'une superbe objectivité. Et donc, moi, je crois que ce sont aux annonceurs aussi de faire évoluer, et ils le font très régulièrement, leurs propres produits pour progresser. Et on voit bien qu'on est dans une démarche qui doit nous associer tous. Il ne faut pas prendre ça pour de la démagogie, mais moi, je crois vraiment que la publicité va évoluer, et elle le fait déjà, vers une responsabilité beaucoup plus grande. Merci beaucoup. Je me permets juste un point. En réalité, toute la ville de Grenoble a bel et bien enlevé les supports publicitaires, c'est-à-dire les 322 panneaux. Non, ce n'est pas le cas. Tous les abribus de Grenoble sont toujours en place. Et oui, mais justement, ce n'est pas la ville. Ce n'est pas la ville, c'est la métropole. Et donc, ce sont deux entités tout à fait différentes. Bien sûr. Alors, je me permets de le dire. Bien sûr, mais la ville de Grenoble est membre de la communauté et a eu toute sa voix dans les délibérations. Tout à fait. Mais pour ce qui concerne la ville, j'étais le dire comme de la ville à l'époque. Il n'y a plus de publicité dans la ville de Grenoble. Merci. On ne peut pas dire ça comme ça, je suis désolé, les termes sont importants. La ville de Grenoble en tant que telle a supprimé un contrat qui était de sa responsabilité, mais il y a toujours de la publicité par affichage dans la ville de Grenoble. Je pense qu'il faut être précis sur les termes, mais bon, ce n'est pas le débat du moment. D'ailleurs, ce n'est pas supprimé, on n'a juste pas renouvelé. Mais exactement. Un contrat n'a pas été renouvelé, tout à fait. De 330 mobiliers précisément, de mobilier urbain d'information. Merci pour ces réponses, pour ces questions, pour
pour cet échange, hein, et on est toujours ravis quand justement les communications suscitent du débat et de l'échange. C'est aussi l'objectif de la CCS, hein, parce qu'on a bien controverse dans le nom.